Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le mercredi 29 juillet et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord une station balnéaire qui va fermer ses plages quelques heures par jour. Ça se passe au Sables d'Olonne en Vendée. On attend 250 000 personnes ce week-end et pas question de les voir s'entasser. Un nombre de malades en hausse, mais des hospitalisations en baisse. Les chiffres depuis plusieurs semaines intriguent. Comment l'expliquer? Y a-t-il un décalage dans le temps? Vous entendrez la réponse des médecins. La police face à l'insécurité et les incivilités cet été. Pour savoir comment elle travaille, nous avons embarqué avec une patrouille entre feux de voiture et rodéo sauvage. Vous verrez le quotidien des agents. Au sommaire également, quelles sont les régions qui s'en sortent le mieux sur le plan du tourisme? En cet été un peu particulier, nous vous dirons où sont allés les Français. Et puis, nous partirons à la découverte du Valais, l'une des plus belles régions de Suisse. Il suffit de traverser la frontière pour changer d'univers. Les plages des Sables d'Olonne seront donc fermées à partir de samedi pour une partie de la journée, au moment de la marée haute, plus précisément. La surface est trop étroite pour accueillir tout le monde. C'est ce que pense en tout cas la mairie. David de Harojo, Irina Fourny et Alix Ponsard sont allés voir les réactions sur place. La douce mélodie de la mer, puis quelques accords à la guitare. Plaisir d'été, parfois gâché par l'afflux de touristes. C'est noir de monde, il y a vraiment... Tout le monde se colle et pour trouver une place, c'est l'enfer. En été, la population des Sables d'Olonne est multipliée par 4. Alors, vu le contexte sanitaire, la ville a dû prendre une décision radicale. Pour votre sécurité sanitaire, la plage est fermée à la marée haute pendant 3 heures. Donc les samedis, dimanches, lundis suivants. En clair, dès ce week-end, impossible d'accéder à la plage durant une bonne partie de l'après-midi. La première réaction, c'est au départ la privation. On se dit il va falloir qu'on réduise notre temps passé sur la plage. Et les vacances, c'est la liberté. Ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, c'est quand même plus prudent que d'être les uns sur les autres. Pour comprendre cette mesure, prenons de la hauteur. Voici la baie à marée basse. Et maintenant, à marée haute. La plage est réduite de moitié. Pourtant, les coefficients sont encore bas. Mais à partir de la semaine prochaine, nous aurons des coefficients de marée qui sont déjà des coefficients moyens à importants. La largeur de plage du coup se réduit de façon importante. Les gens vont se resserrer et nous ne serons pas forcément en capacité de maintenir cette distanciation nécessaire aujourd'hui en raison du contexte sanitaire. 35 000 personnes se partagent chaque jour 3 km de plages urbaines. Pour faire respecter les distances, une dizaine de médiateurs sont déjà mobilisés. Ça reste encore ça reste tenable. Mais le maire de la commune le jure, s'il ne prenait pas cette décision maintenant, c'est la préfecture qui s'en serait chargée. Ce qu'on risquait à ce moment-là, c'est non seulement la fermeture de la plage, mais pour toute la journée, d'autres mesures sur le remblai partout, des mesures beaucoup plus contraignantes, beaucoup plus restrictives, qui auraient beaucoup plus nui encore à l'économie touristique et à la station balnéaire. Certains commerçants s'inquiètent déjà, car durant le temps de fermeture, les touristes sont invités à se rendre sur les autres plages qui bordent le littoral. Ces mesures sont prises bien sûr pour éviter qu'un nouveau foyer ne se crée. Le nombre de cas augmente depuis plusieurs semaines. Alors que pour les hospitalisations, en revanche, ça continue à baisser. Alors, y a-t-il un paradoxe? Et comment l'expliquer? Louise Marcy, Özlem Ünal et Thierry Valta ont voulu comprendre. Au pic de l'épidémie, l'hôpital de Melun soignait jusqu'à 350 patients Covid. Aujourd'hui, ils ne sont que 3, dont un seul nouveau cas. C'est une personne âgée qui était testée positive. Pour l'instant, l'hôpital n'observe aucune augmentation des admissions. Et c'est une tendance nationale. Depuis le déconfinement, le nombre de nouvelles hospitalisations stagne. Environ 600 chaque semaine. Pourtant, le nombre de nouveaux cas, lui, ne cesse d'augmenter. Jusqu'à 1000 par jour, soit le double par rapport au mois dernier. Dans ce laboratoire, on constate justement une multiplication des résultats positifs. 2 ou 3 semaines après le confinement, on avait un cas positif sur 400 prélèvements environ. Et actuellement, ça a quasiment décuplé. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Pour de nombreux spécialistes, l'une des raisons, c'est la part importante de jeunes adultes contaminés. Ils sont moins sensibles à des formes graves, moins susceptibles d'avoir des formes graves et moins susceptibles d'avoir des comorbidités qui les emmèneront en réanimation. Donc par définition, on peut imaginer que plus de dépistage positif dans les tranches plus jeunes égale moins d'hospitalisation.
Mais il y a pour les jeunes adultes le risque de contaminer leur famille, notamment les personnes fragiles, qui, elles, pourraient être hospitalisées. Les laboratoires continuent de travailler sur un vaccin. L'enjeu est colossal, sur le plan sanitaire d'abord bien sûr, mais aussi économique. Il faut être le premier. Qui sont aujourd'hui les mieux placés? C'est à une course effrénée que se livrent les géants du secteur et que nous racontent Caroline Bell et Frédéric Jolfre. Des lignes de production déjà lancées sans garantie de réussite. Des essais cliniques démarrés à grande échelle en moins de 6 mois. Les laboratoires du monde entier accélèrent leur course effrénée pour mettre au point un vaccin contre le Covid-19. Partis en pole position les Chinois. Le vaccin de la firme Sinovac porte même un nom, le Coronavac, et il a déjà entamé son sprint final. On travaille jour et nuit pour développer le vaccin pour le Covid-19. On a 3 groupes de travail par équipe pour produire 24 heures sur 24, ce qui veut dire qu'on ne perd pas une minute pour le développement. Sur 192 candidats vaccins, 25 sont en essai clinique sur l'homme, dont 5 en phase 3, la plus avancée. Américains, Chinois et Britanniques ont lancé la semaine dernière des campagnes de vaccination d'envergure sur des milliers de volontaires, au Brésil, en Afrique du Sud ou aux Émirats. Également sur les rangs, le français Sanofi, avec plusieurs vaccins en cours de développement. Il réorganise toute sa chaîne de production à la vitesse grand V. La demande mondiale est tellement importante qu'il faut fournir le plus possible de vaccins en un temps record. Je vous rappelle aussi qu'on essaye de faire ici en quelques mois, 6 à 8 mois, ce que normalement on prend 10 ans, 20 ans pour produire un vaccin. Pour lancer seule la production de centaines de millions de doses, dont certaines seront jetées en cas d'inefficacité, les industriels ont besoin de la participation financière des États. Là aussi, une course s'est engagée. Et sur ce terrain, Donald Trump a réagi le premier. Mon gouvernement a engagé 10 milliards de dollars. Cela s'appelle Opération Warp Speed. Cela veut dire fort et rapide. Face à cette force de frappe américaine, l'Europe a tardé à s'organiser. Avec un investissement moindre, la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas ont fini par créer une alliance pour financer l'achat de doses en misant sur plusieurs vaccins. Ce vaccin est devenu l'équivalent d'une arme nucléaire en termes d'importance stratégique, d'importance sanitaire évidemment, mais bien au-delà du sanitaire, d'une importance géopolitique, d'une importance de sécurité et de souveraineté nationale. Un coup de poker pour les États. Certains perdront définitivement les milliards investis si les vaccins sur lesquels ils ont parié ne sont pas validés. Le risque est de taille. Jusqu'à cette crise, aucun laboratoire n'a réussi à mettre au point un vaccin contre ce type de virus. Le secteur du tourisme va continuer à bénéficier du chômage partiel jusqu'à la fin de cette année. La mesure est donc prolongée pour soutenir des professionnels qui souffrent et ça continue encore cet été. Toutes les régions sont touchées, mais certaines s'en sortent un peu mieux que les autres. Justine Corbillon, Tara Lagoutte et Anouchka Fliller nous donnent les premières tendances. Sur la presqu'île de Crozon en Bretagne, cette gérante de camping est aux anges. Elle n'a tout simplement jamais eu autant de réservations pour un mois de juillet. Oui, elle est excellente. C'est pas courant pour cette période-là. D'habitude, on a toujours des emplacements de libre. La Bretagne a le vent en poupe. Il y a beaucoup plus de monde et il y a une demande d'espace, ce que nous, les Bretons, nous pouvons offrir pour l'instant. La Bretagne est l'une des rares régions françaises qui enregistre plus de fréquentation que l'an dernier. Grâce à ses propres habitants, un quart des Bretons a choisi de passer ses vacances dans sa région, comme ce couple originaire de Rennes. D'habitude, on fait des kilomètres et des kilomètres pour aller en vacances. Et là, on a fait que 3 heures de route. Mais c'est le paradis ici. Carton plein pour la Bretagne, douche froide en revanche pour la Côte d'Azur. Une région où d'habitude, plus de la moitié des touristes l'été sont étrangers, mais ils sont rares cette année. Je suis étonné, oui. On peut s'installer sur la plage avec une distance suffisante. Et c'est une catastrophe pour les campings. Nous avons des emplacements aujourd'hui vides. Comme ici, près de Saint-Raphaël. Là, c'est encore vide. D'habitude, ici, en été, nous sommes 100% complets. Aujourd'hui, nous sommes à 70% de remplissage. Les grands absents sont les Britanniques, les Hollandais, les Allemands surtout. Nous n'avons pas du tout d'Allemands. Des touristes étrangers qui ont aussi déserté Paris. Et même si ça fait plaisir aux Parisiens, on respire plus.
les conséquences sont dramatiques. Le taux de remplissage des hôtels, 89% en juillet dernier, est tombé à 16% cette année. Finalement, 3 régions tirent leur épingle du jeu, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. A l'inverse, l'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse sont à la peine. Sur cette plage d'Ajaccio aujourd'hui, le comptage dans l'eau était vite fait. 11 baigneurs qui ont la Méditerranée presque pour eux tout seuls. Et faut-il rendre le port du masque obligatoire dans les rues? Ce sera le débat du grand soir à partir de 22 h sur LCI avec Valentine Desjeunes. Rendez-vous Canal 26. Les circonstances de l'accident de la route qui a coûté la vie à 4 enfants hier à Lens, en l'Aisne, on commence à en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. Le chauffeur du camion est toujours en garde à vue. Valentine Vatrin et Cédric Peuillot ont tenté de reconstituer le scénario du drame. Drapeau en berne et quelques bouquets de fleurs devant la mairie d'Anizy-le-Grand. C'est ici que travaille la mère de 3 des 4 enfants tués. Tout le village veut leur rendre hommage. C'est difficile pour tout le monde, je pense. Surtout quand il y a des enfants, en jeu, je pense. Sur les lieux de l'accident, des passants sont venus aussi déposer des fleurs, avec une pensée pour les victimes. Je pense à la maman, je pense aux parents, je pense à la famille. C'est vrai que c'est... L'accident s'est produit hier. Sur cette route nationale très fréquentée, un camion se serait déporté sur la voie d'en face. Au même moment arrive une voiture avec 5 passagers à bord. Elle est d'abord percutée à l'avant, puis à l'arrière. Seule la mère a survécu. Elle est toujours à l'hôpital. Depuis sa fenêtre, cette habitante a vu toute la scène. Comme de nombreux voisins, elle a voulu porter secours. J'ai couru dehors, mais arrivé là-bas, c'était un brasier, quoi. Il y avait plus rien à faire, plus rien. Moi, je suis descendue, mais voilà, il y avait des gens sur place et je me suis dit, temps de faire le tour. Je pense qu'elle était déjà bien embrasée, donc c'était pas forcément nécessaire qu'on soit tous attroupés. L'enquête se concentre sur le chauffeur du camion. Ses tests d'alcoolémie se sont révélés négatifs. Les policiers cherchent à comprendre pourquoi il a fait un écart. Autre objectif pour les enquêteurs, retracer son parcours. Or, selon le procureur, quelque temps avant le drame, il aurait été impliqué dans un autre accident. Mais il aurait pris la fuite. Ce soir, sa garde à vue a été prolongée. La lutte contre l'insécurité et les incivilités, la police y est confrontée en permanence. Agressions, voitures qui brûlent, rodéo à moto. Dans certaines zones, tout cela est leur quotidien. Annie Bazar et Guillaume Aguerre ont suivi une patrouille pour voir comment se passent les interventions. Voici le récit de leur journée. Regardez. Un feu de véhicule face à la crèche, les SP sont au départ. Une voiture est en train de brûler au cœur d'une cité. Là, ça va être de sécuriser l'intervention des pompiers. On va essayer d'identifier le véhicule au possible, savoir si c'est un véhicule qui a été préalablement volé ou pas. Ces jeunes gardiens de la paix patrouillent sur 4 communes. Ils sont toujours appelés en premier sur les interventions. Concernant les immatriculations, Delta Whisky 299. C'est un incendie accidentel. Mais dans les quartiers dits sensibles comme celui-ci, à Garges-les-Gonesse, les policiers interviennent surtout pour éviter que les pompiers ne soient pris à partie. Dès qu'on porte un uniforme, de toute façon, on est un peu plus exposé. Hein. L'inquiétude, elle y est sur chaque intervention parce qu'il n'y a pas de petite ou de grosse intervention. Le danger, il est tout le temps, mais partout. Chacune de leurs interventions, même aussi banale qu'un contrôle d'identité, peut virer au guet-apens. Moi, je reste ici parce que je vérifie quand même dans la hauteur des bâtiments, parce que ça arrive qu'on nous jette des projectiles des fenêtres. Il faut garder dans le coin de sa tête qu'une opération, elle peut toujours dégénérer. Autre fléau du moment, la présence de motocross sur la voie publique. Cette adolescente est tombée toute seule. Elle portait heureusement un casque. C'est des motos qui font du bruit, qui sont conduits par des enfants, donc ils ne maîtrisent pas leur véhicule. Ils font ça dans des zones qui sont des fois piétonnes, donc ça fait partie des incivilités sur lesquelles on essaye de lutter. Ces engins non homologués n'ont pas le droit de rouler en ville. Ils vont donc être confisqués. Une décision qui a du mal à passer auprès du père de famille. C'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez trouvé cette moto sur la voie publique? Monsieur, on intervient sur un accident. D'accord. On est sur la voie publique. Ici, c'est la voie publique. Les policiers saisissent les motocross. Et la patrouille peut reprendre. L'équipage circule fenêtre ouverte pour être au contact de la population. Ça va? C'est les vacances? Tous les enfants nous font pas signe à tous les endroits. Des fois, c'est plus des œufs ou des mortiers qu'on reçoit. C'est un peu moins sympa. Avant de rentrer au commissariat, dernier appel. Une alarme s'est déclenchée. Il faut vérifier.
Alors on a fait le tour, il n'y a aucune effraction. Pour ces jeunes policiers, les journées ne sont jamais les mêmes. C'est vraiment très aléatoire. Hein. Ça peut aller de la dispute entre le mari et la femme, ça peut aller au braquage. On sait à quelle heure on commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va finir. En tout, Sofiane, Jean-Philippe et Céline sont intervenus près d'une dizaine de fois. C'est des journées qui peuvent être fatigantes, surtout avec cette chaleur, mais on a signé pour ça. Dans ce secteur du Val d'Oise, les équipages de police secours n'ont en effet presque jamais de répit. La mort de Jacqueline Sauvage, elle avait 72 ans. Elle était devenue l'une des figures de la lutte contre les violences conjugales après avoir abattu son mari. François Hollande l'avait graciée en 2016. Un témoignage particulièrement émouvant maintenant, celui d'une jeune femme. Elle s'appelle Émilie, elle a 26 ans et elle avait 9 mois lorsque ses parents l'ont abandonnée dans sa poussette à l'aéroport d'Orly. Elle lance aujourd'hui un appel à ses parents biologiques pour les retrouver. François-Xavier Ménage, Anouchka Fliller et Philippe Fontalba l'ont rencontré. Un manque, un vide impossible à combler. Voici Émilie bébé. Elle a 10 mois environ, septembre 94, aéroport d'Orly. Elle est abandonnée dans une poussette. Derrière un comptoir, une employée d'un loueur de voitures lui vient alors en aide. Elle a essayé de demander un peu aux personnes qui étaient autour si j'étais avec eux. Personne n'avait l'air d'être au courant et d'être intéressée. Et du coup, elle m'a pris avec elle et elle a alerté la police de l'air. Émilie est très vite placée dans une pouponnière. Elle est adoptée 1 an plus tard. On ne sait alors rien d'elle. Qu'est-ce qui figure sur votre acte de naissance ? Néant. Rien. Je ne sais pas à quelle heure je suis née, je ne sais pas où je suis née, je ne sais pas si j'ai eu un prénom de naissance, je ne sais pas si j'étais avec une mère, avec un père. Voilà pourquoi il y a 3 mois, Émilie lance un appel sur Facebook. Elle effectue aussi un test ADN qui révèle 2 informations sur ses origines. Que j'étais à 50% de l'Inde, donc de l'Inde du Nord principalement, et que j'aurais également des origines de l'Europe du Nord et principalement de la région Grand Est de la France. J'imagine toutes les situations possibles et inimaginables, mais en fait c'est épuisant de s'inventer des histoires tout le temps et d'avoir aucune vérité. Dans sa quête, Émilie a retrouvé la femme qui l'avait découverte à l'aéroport en 94 et qui aujourd'hui la soutient pleinement dans ses démarches. Je crois beaucoup au destin. Je pense qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Je me dis qu'il va se passer quelque chose. Et qu'il va se passer quelque chose. Voilà, elle va avoir des réponses, voilà, ça va avancer, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Émilie peut aussi compter sur le soutien de sa famille adoptive, ses proches qui tous espèrent des réponses. Émilie, elle, se dit confiante sur ses chances d'y arriver. Les Français en avalent une quarantaine chacun tous les ans. Il s'agit des steaks hachés, vendus en général entre 10 et 15 € le kilo. Mais comment cette somme est-elle répartie entre producteurs, industriels, distributeurs ? Les éleveurs ne sont pas les mieux lotis, loin s'en faut. Victoria David, Guillaume Vuitton et Frédéric Mignard ont voulu comprendre pourquoi. C'est l'enquête du 20h. Bœuf Origine France, producteurs locaux, label rouge. Que payez-vous en choisissant de la viande française ? De l'éleveur. On vend à perte, quoi. Je veux dire, c'est limite honteux. Aux industriels. On est totalement transparent par rapport à nos chiffres. Jusqu'à la grande distribution. Le consommateur, même s'il veut de la viande française, même s'il veut de la qualité, il veut aussi du prix. Nous avons remonté la filière bovine pour savoir qui était vraiment gagnant. Quoi ? Nous commençons dans les prairies alsaciennes. Viens mes chéris, hop. Viens ma belle, viens. Comme hop, viens mes chéris. Philippe Bumler et son père élèvent ici 400 charolaises, dont la viande est en majorité destinée au supermarché. Derrière 1 kilo de viande dans un rayon de magasin, il y a au minimum 2 ans de travail d'éleveur. Tout le travail que moi je fais au quotidien toute l'année, en faisant 60-70 heures par semaine minimum, à récolter, à le nourrir, à les soigner, à essayer de respecter le bien-être animal. Moi j'estime aujourd'hui qu'on fait une grosse part du travail et on est les seuls à ne pas être rémunérés. Produire 1 kilo de viande lui coûte 4,89 € et lui rapporte à peine plus de 4 € une fois vendu à l'abattoir. Philippe vend donc ses vaches à perte.
Pour gagner sa vie, il a dû se diversifier, en vendant des céréales par exemple. Quand je vois la différence de prix, aujourd'hui on n'arrive même pas à sortir un SMIC par personne, c'est terrible quoi. Moi je sors 1 250 € par mois. Et mon père pareil. Mais alors, où va votre argent? Prenons le morceau le plus vendu en supermarché. Sur un steak haché charolais à 14 € le kilo, notre éleveur touche 3,60 €. Il y a ensuite 1,50 € de produits non comestibles comme la peau et 4,60 € qui vont aux industriels. Pour abattre et transformer la viande, ils perçoivent 30% du prix. Pourtant, ils assurent réaliser peu de bénéfices. Ces 30% de marge, ils permettent de payer des salariés, ils permettent de payer de l'emballage, de l'électricité, de l'eau, ils permettent de payer du transport. Et à la fin, il reste extrêmement peu pour l'industriel. Enfin, la dernière bouchée de votre steak revient à la grande distribution. Officiellement, les supermarchés déclarent toucher 4,30 €, mais leur marge reste floue. Une seule enseigne a accepté de nous répondre pour nous montrer un rayon en particulier. Ici, nous sommes sur notre contrat où l'éleveur a décidé du prix. Sur ces produits-là, pour mieux rémunérer l'éleveur, le supermarché a divisé sa marge par 2. Je suis un peu perdant, mais on parle d'un segment de viande, rien de très grave. Aujourd'hui, les éleveurs, ils viennent dans nos magasins pour promouvoir leurs produits. C'est quand même plus sympa d'avoir des relations comme ça, plutôt que d'avoir des relations où on se tape dessus, quoi. Ces viandes représentent moins d'un quart du rayon boucherie. Pour tout le reste des ventes, en revanche... sur l'autre, sur l'autre, je peux pas vous donner mon prix d'achat. Alors, comment acheter français et rémunérer correctement les producteurs? Du coup, 4 steaks hachés. 4 steaks hachés. Cette boucherie strasbourgeoise affiche une traçabilité totale qui convainc les clients. Je préfère manger moins de viande, mais être un peu plus sûr de la provenance, de comment l'animal a grandi, comment il a été tué. De la viande achetée à une coopérative d'éleveurs, 10 € le kilo, bien au-dessus du prix du marché. Le prix que je paye, c'est le juste prix fixé par l'éleveur. Je négocie pas auprès d'un grossiste au rabais une qualité moindre. Un choix directement répercuté sur les prix. Comptez 18 € le kilo de steak haché. En attendant plus de transparence, l'alternative serait donc le circuit court, à condition de pouvoir débourser davantage. Et à propos de pouvoir d'achat, l'allocation de rentrée scolaire, elle sera versée cette année le 18 août avec un montant revu à la hausse assez fortement, 100 € de plus à cause de la crise. Près de 3 millions de familles la toucheront, une somme qui se situe aux alentours des 500 €. Elle dépend de l'âge de vos enfants. Et à propos des parents, le congé paternité pourrait être allongé, passé de 11 jours à 1 mois. Le gouvernement y réfléchit en tout cas, et l'entreprise n'aurait pas le droit de refuser. Comment réagissent les jeunes papas, les moins jeunes d'ailleurs? Christophe Abel, Edwige Vamassina et Valérie Daran leur ont posé la question. Laure a 3 semaines. David, son jeune papa, profite de ses derniers jours de congé paternité. C'est vrai que c'est un peu court, 11 jours, pour découvrir un peu comment notre nouvelle vie se passe. Notre vie tourne autour d'elle maintenant, donc on a des rendez-vous entre les biberons, tous les changements de couches, donc c'est sûr qu'on a besoin aussi de se reposer, donc le fait qu'il soit là, c'est mieux, et il est bientôt plus là. David aurait bien prolongé ses premiers moments avec sa fille. Actuellement limité à 11 jours plus 3 de congés de naissance, les congés pourraient bientôt passer à 30 jours. Nous, on n'a que 11 jours en tant que père, donc c'est vrai que c'est un délai très très court, même si on essaye de passer un maximum de temps avec l'enfant. Le papa est aussi important dans la famille que la maman, donc je trouve que c'est plutôt intéressant et que ça équilibre un petit peu les choses. Le temps de s'en occuper, la mère est fatiguée, moi je rentre du boulot, je suis fatigué, il faut que je m'en occupe le soir, donc j'ai pas le temps de me reposer. Autre volonté de l'État, rendre ces congés obligatoires. L'idée étant d'inciter les futurs papas à s'absenter de leur entreprise sans s'inquiéter pour leurs emplois. Sur une saison basse, ça ne posera pas forcément de problème. Sur une pleine saison, je pense qu'il faudra pouvoir anticiper. Et comme on a 9 mois pour se préparer, je pense qu'il est possible de pouvoir le préparer dans de bonnes conditions. Le projet de loi, encore à l'étude, envisage de verser des indemnités aux salariés qui ne pourraient pas prendre l'intégralité de leur congé. Partir 1 mois comme ça, sur notre saison haute, ça peut vraiment poser des problèmes au niveau de la société, au niveau de l'organisation de la structure. Maintenant, je pense que j'anticiperai. Pour cette réforme, le gouvernement s'inspire de nos voisins scandinaves. Mais la France est encore loin du compte. En Suède, le congé paternité est de 12 mois à répartir entre les 2 parents.
Ils viennent souvent gâcher les belles soirées d'été. Les moustiques sont particulièrement voraces dans certaines régions, notamment la Camargue. Alors, des produits sont pulvérisés, mais sont-ils neutres pour l'environnement? Faut-il choisir entre biodiversité et tourisme? Pour le savoir, on décolle avec Élise Stern et Camille Astruc. En pleine saison, c'est un balai presque quotidien. Dans la lutte contre les moustiques, voici l'arme principale. Le BTI, un bio-insecticide qui agit sur les larves. Et je vous en fais notre du coup pour le demi-tour, et après j'aurai plus de produits. 80% des traitements sont faits par moyens aériens, avec une promesse de précision. On sait qu'on a 25 mètres d'envergure au niveau du lâcher du produit. En fait, on fait des bandes de traitement. Et après, on a en fait tout un système GPS qui nous permet de savoir précisément là où on va appliquer le produit. La démoustication a commencé dans les années 60 et elle est indissociable du développement du tourisme sur le littoral méditerranéen. Dans ce camping de la Grande Motte, aux portes de la Petite Camargue, peu de moustiques cette année, les habitués apprécient. Et ça fait déjà 2 ou 3 ans là, je pense qu'il y en a moins. Vraiment, quand il y en a vraiment beaucoup, on en a vraiment de partout. Si on met rien du tout, on ne peut pas rester sur la terrasse. On croise les doigts quand on arrive pour savoir si les traitements auront fonctionné ou pas. Une saison avec ou sans moustiques, un enjeu économique pour le dirigeant de ce camping. Les clients nous le disent, hein. Et puis après c'est les avis, après c'est donc pour nous, pour notre entreprise, pour notre business, c'est indispensable. Depuis les années 2000, l'insecticide utilisé contre les larves de moustiques est une bactérie qui détruit leur intestin, sans danger pour les autres espèces, selon l'organisme de démoustication, qui affirme tout de même l'utiliser avec parcimonie. On ne traitera que l'endroit où il y a l'arbre après avoir décidé, selon la densité, selon les enjeux du moment, de traiter. Et qu'on aura choisi le moyen le plus adapté au regard également des enjeux environnementaux. Mais cette chercheuse dénonce l'utilisation de ces traitements sur une partie de la Camargue, une expérimentation qui dure depuis 15 ans, non sans conséquences sur la chaîne alimentaire. Déjà, il y a moins de chironomes, donc ce sont les petits cousins des moustiques qui servent de nourriture pour un grand nombre d'espèces. Il y a aussi moins d'araignées qui les consomment. Les hirondelles perdent un tiers de leurs poussins. En Camargue, le moustique est un symbole des difficultés à concilier la biodiversité aux enjeux touristiques et économiques. On reste au bord de l'eau, c'est l'angoisse numéro 1 pour les familles à la plage. Perdre de vue un enfant en une fraction de seconde, c'est la panique. Et ce genre de scène, les sauveteurs les vivent des dizaines de fois tous les étés. Comme ici, à Marseille, au centre du Baptiste Guéné, Nadia Adjbouziane et Frédéric Mira. Une petite qui est perdue? Ouais. Comment tu t'appelles? On nous a ramené une petite fille 6 ans. Les parents sont vivement attendus au poste de secours, merci. C'est un peu le quotidien, ici, au poste de secours de la Pointe-Rouge. Des enfants perdus. Je vais prendre vos coordonnées, s'il vous plaît. Et des parents venus les retrouver. J'étais en train d'installer le parasol, et boum, d'habitude il y a ses sœurs. Là, je sais pas comment elle s'est retrouvée toute seule. Bon, quand tu pars, tu le dis à papa, d'accord? Pendant les vacances, plusieurs milliers de personnes viennent sur cette plage de Marseille prendre des bains de soleil ou de foule. C'est selon. À cette heure-ci, d'après 2000 personnes, et tout se ressemble, la plage se ressemble, et quand vous avez 3, 4 ans, 5 ans, c'est très compliqué de se retrouver, de se repérer. Ouais. Le risque principal pour les jeunes enfants laissés seuls, la noyade. Alors quand ils arpentent la plage, policiers et secouristes font de la prévention. Vous n'avez pas de brassard? D'accord, vous gardez un œil sur elle? Une baisse de la vigilance et votre enfant disparaît. Cela arrive une dizaine de fois chaque jour sur cette plage. Ils regardent un petit peu partout, ils ne savent pas où ils sont, et ils errent comme ça sans but. On voit qu'en général, on les repère facilement. La plupart du temps, la séparation ne dure que quelques minutes, mais parfois, elle est beaucoup plus longue. Elle était là-bas? Ouais. Ce jour-là, une autre petite fille est ramenée par un plagiste. Elle va venir, maman, t'inquiète. Elle est un petit peu apeurée, elle a l'air un petit peu timide, on n'arrive pas à savoir ni son nom, ni son âge. Et malgré les appels successifs au haut-parleur, les parents tardent à se manifester. Et là, ça fait déjà 5 bonnes minutes, personne ne s'est présenté. Ça fait 15-20 minutes, on va passer d'autres messages. Finalement, près de 3 quarts d'heure plus tard... Vous êtes la mère, vous êtes à tante. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun pensait que la fillette était surveillée par quelqu'un d'autre, alors qu'elle était seule sur la plage. Pour revoir votre système de surveillance, que chaque adulte surveille un enfant, 45 minutes quand même, c'est beaucoup trop pour la disparition d'un petit enfant de 2 ans et demi. On s'est quand même fait pas mal de frayeurs sur ce coup-là. Ouais. L'été dernier, près de 700 enfants avaient été pris en charge sur les plages marseillaises. Cette année, les policiers en ont comptabilisé plus de 300 et les vacances sont loin d'être terminées.
Et justement, pour éviter la foule sur les plages, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous échapper, participer à d'autres activités que rester simplement allongé sur sa serviette, comme des expéditions en canoë ou des visites insolites dans des grottes. Mathilde Guénégan, Thierry Valta et Antoine Pocry sont allés à la rencontre de ces Français en quête de sérénité. Sur les plages de Sainte-Maxime, il est parfois difficile de trouver un coin au calme. Alors certains vacanciers prennent leur distance, en mer, sous terre ou dans les airs. C'est l'été, on s'amuse. Dans cette base nautique, il y a certes peu de touristes pour la saison, mais ceux présents n'hésitent pas à revenir plusieurs fois. Paddle ou pédalo, en famille ou entre amis, l'occasion de s'évader quelques heures, loin de tout. Il y a beaucoup moins de monde qu'à la plage, du coup on peut aller, on fait un peu de sport, c'est sympa, ça change un peu, et on peut se baigner. D'autres préfèrent passer l'après-midi au large, seuls au milieu des poissons. Des sorties en mer, désormais accessibles à tous. On a énormément de familles, de plus en plus. La plongée se démocratise énormément. On s'éloigne des plages, on s'éloigne du monde, des crèmes solaires. Autre solution pour trouver un peu de fraîcheur et de calme, les visites souterraines. Donc ici on est dans la salle des colonnes. Épidémie oblige, les groupes sont réduits. 9 personnes à la fois dans les grottes de Villecroze. Le fait de réserver à l'avance, de s'assurer qu'on sera en petit groupe avec port du masque obligatoire, effectivement, c'est rassurant en fait dans le contexte actuel. Seuls dans les arbres, ici les vacanciers, au lieu de faire seulement quelques parcours, restent désormais des journées entières. Si les enfants veulent passer une journée dans le parc, ils peuvent passer une journée dans le parc et profiter de l'acrobranche à volonté. À chacun son activité de prédilection pendant les vacances, pour s'évader loin de tous. Et on continue à s'évader en partant maintenant au spectacle. Certains petits festivals ont pu se tenir malgré l'épidémie. Regardez un exemple à Angers. Mathieu Dupont nous montre comment les organisateurs ont pu réussir à accueillir les familles. Au cœur de l'Anjou, le château du Plessis-Massé fait de la résistance au virus. Si vous êtes au contact bien évidemment du public, c'est masque obligatoire, les mains doivent être nettoyées, on nettoie les gradins. Car ici, on offre au public un festival avec une trentaine de spectacles, alors c'est le grand nettoyage. On désinfecte tout entre chaque passage. Y compris les décors. On veille à respecter tout bien. Ce jour-là, le programme est familial avec un concert burlesque. On sait que les gens ils ont été traumatisés par cette crise. Bon spectacle. Le but du jeu, c'était que le public soit intimement persuadé qu'en venant ici, il ne risquait rien. Et depuis le début des vacances, le public est au rendez-vous, sans peur. Voilà. J'ai pas hésité du tout, je viens avec les enfants. Mais pas sans contrainte. Présentez tous vos billets. Masque recommandé, le public est limité à 200 personnes. Surtout, on tient les enfants par la main. Et même dans la prairie, on attend d'être placé pour garder les bonnes distances. Ça ne m'inquiète pas, puis ça permet de sortir et de voir autre chose, quoi. J'ai un peu peur et en même temps, on est content de soutenir. De soutenir ces artistes qui, après 4 mois d'arrêt, remontent sur scène. Et visiblement, le plaisir est partagé par toutes les tranches d'âge. Des deux côtés, avec ou sans masque, on retrouve les émotions du spectacle vivant. L'ordinateur, ça va un peu à moi, mais au bout d'un moment, on avait besoin d'autre chose. Et puis de rire, d'être avec les autres, de partager, c'est super important. C'était trop drôle. Comme si le temps d'un spectacle, on oubliait tout. Quel est le mot qu'on vous dit tout le temps ? Merci. C'est ça la culture, c'est du lien social. On a eu beaucoup d'annulations et de recommencer, ça. Ah, c'est un soulagement. Un soulagement aussi pour les organisateurs, la vente d'étiquettes dépasse les prévisions pour cette bouffée d'art et de poésie qui doit durer jusqu'à la fin de l'été. Le 20h vous répond. Bonsoir Yannick Hézard. Bonsoir. C'est vous qui avez sélectionné les questions des téléspectateurs. Commençons par quelqu'un qui est au chômage partiel depuis plusieurs mois et qui se demande si pendant ce temps il cotise pour sa retraite, oui ou non ? Oui, la réponse est oui. Le gouvernement a dû pour ça un petit peu adapter les règles parce qu'avant la crise sanitaire, le chômage partiel qui était peu utilisé ne permettait pas de cotiser à la retraite. Depuis le mois de mai, le chômage partiel d'urgence qui est lié au Covid-19, eh bien, il permet bien de cotiser à la retraite au même niveau que si on travaillait normalement. Ça concerne seulement la retraite de base. Ensuite, pour la retraite complémentaire, selon les branches, chaque caisse a ses propres règles. Autre question maintenant qui concerne les personnes les plus vulnérables.
elles bénéficient d'un certificat d'isolement qui les autorise à ne pas reprendre le travail. Mais jusqu'à quand ce certificat est-il valable? Alors, l'assurance maladie et le ministère du Travail nous ont bien confirmé la date. Ces certificats d'isolement, ils sont valables jusqu'au 31 août. Ces personnes peuvent donc rester en chômage partiel jusqu'à cette date ou bien faire du télétravail, mais donc elles ont le droit de ne pas se rendre dans leur entreprise, même si leur employeur exige leur retour. Merci beaucoup Yanni, vous continuez à nous poser vos questions sur le mail. Le 20h vous répond @tf1.fr. Allons à l'étranger maintenant, mais pas loin. Pas besoin de prendre l'avion pour être dépaysé. Il suffit de traverser la frontière avec la Suisse, par exemple, pour découvrir le Valais. C'est l'une des plus belles régions du pays, avec des sommets spectaculaires à perte de vue. Jean-Pierre Ferret, Jean-Yves Chamblay et Louarn Jagu nous y emmènent. Le Cervin, le symbole de la Suisse, la fierté des habitants du Valais. Pour s'en approcher au plus près, nul besoin d'être un alpiniste chevronné. Depuis Zermatt, un train à crémaillère serpente jusqu'au Gornergrat. Un plateau à 3100 mètres d'altitude, d'où l'on peut voir 29 sommets de plus de 4000 mètres. C'est magnifique, hein, splendide. C'est plus que magnifique, c'est incroyablement beau, c'est grand. On se sent tout petit là-dedans. Et par contre, on prend aussi compte aussi que les glaciers, ils rétrécissent à vue d'œil. Des centaines de milliers de touristes viennent admirer cette vue chaque année. Pour les accueillir, l'hôtel le plus haut d'Europe, ouvert en 1907. Les 22 chambres portent le nom d'un sommet. On admire le Mont Rose depuis la baignoire et le Cervin depuis le lit. Magnifique. Une vue à 360 degrés. Des kilomètres de glaciers. Et l'hiver, des millions de mètres cubes de neige qui, en fondant, alimentent une autre curiosité du Valais. Le barrage de la Grande Dixence. Un mur de béton de 285 mètres, le plus haut barrage d'Europe sur lequel veille depuis 27 ans Aldo Dyer, chef barragiste. Par exemple, le plus grand bassin, on va dire, c'est côté de Zermatt, où on a les plus grands glaciers qui amènent, mais ça vient tout par écoulement jusqu'ici. On a un réseau de 100 km de galeries pour amener l'eau jusqu'ici au barrage. Aldo nous guide dans les entrailles de l'ouvrage que son père a contribué à construire. Plus de 32 km de galeries, un incroyable labyrinthe humide entre roches et béton. La neige, les glaciers et l'eau ont façonné le paysage de ce canton. Plus bas dans la vallée, 70 mètres sous les vignes, une autre découverte. Le lac Saint-Léonard, le plus vaste lac souterrain d'Europe. C'est un site qui a été exploré pour la première fois en 1943. À l'époque, le niveau de l'eau atteignait le plafond. Suite à un tremblement de terre en 1946, le niveau a baissé et ça nous fait une belle piscine de 24 millions de litres. Une piscine dans les profondeurs de la terre où ne se baignent que quelques truites. J'aime bien ce silence, hein. C'est un peu mystique. Alors moi, je suis très fascinée de cet endroit. On traverse le Valais par des routes sinueuses, comme celles qui mènent aux alpages du Val d'Airain, où paissent de petites vaches noires, une race que l'on ne trouve qu'ici, à plus de 2000 mètres d'altitude. Au printemps, dès l'arrivée à l'alpage, elles se battent pour désigner la reine du troupeau. Mis à part ce moment un peu particulier, ces vaches sont très affectueuses. En automne, les troupeaux redescendent dans leur étable à Evolène, l'un des plus beaux villages de Suisse que nous fait découvrir Marcel Gaspeau, ardent défenseur du patrimoine de sa vallée. Ce qui était précieux, c'était le terrain, parce que le terrain, on le cultivait. Donc, on construisait en hauteur pour économiser le terrain. Et il y avait souvent plusieurs appartements dans le même bâtiment. Marcel, comme tous les habitants, parle français, bien sûr, mais aussi un patois que l'on n'entend qu'ici. Je pense que l'attachement des gens d'Evolène à leur propre langue est si fort que la langue perdure bien au-delà des modes passagères. Cela me fait chaud au cœur, effectivement, que les jeunes soient attachés à leur langue, qu'ils en soient le porteur. Evolène semble hors du temps. Chaque jour, Raymond accueille ses clients en tenue traditionnelle pour leur servir côte de bœuf et raclette au feu de bois. Restauratrice passionnée et meilleure ambassadrice de son village et du Valais.
Tout provient d'ici, oui. Le fromage, la viande, le sourire aussi. J'ai un Français de venir nous voir à Chiano. Ce qui veut dire? On demande aux Français de venir nous rendre visite. Parce qu'ici, c'est le paradis sur terre. N'a pas le goût du paradis. Difficile de ne pas résister à une si belle invitation. Allez, on arrive. Vous les avez découverts pendant le confinement, des Français qui ont vu leur vie basculer à ce moment-là. Nous avons voulu connaître leur vie d'après. Ce soir, c'est un grand chef qu'on retrouve. Il avait perdu, imaginez, le goût et l'odorat. Sylvain Milenvois, Jean-Philippe Pequet et Nathalie Bednarik l'ont retrouvé chez lui à Megève. Vous avez mis les 3 volailles? T'as du jus d'herbe, Héron? Voir ce chef étoilé cuisiner. Je préfère qu'on fasse ça et qu'après vous les taillez comme ça. Est-ce anodin? Vous faites comme d'habitude, hein? Ou est-ce inespéré? On va remettre des herbes, on va remettre un petit truc, on va remettre un peu de bouillon de légumes. Sentir, goûter. C'était banal, c'était courant. Mais plus maintenant. J'ai encore plus de plaisir qu'avant. Avant, c'était naturel, donc cette odeur de fumée, cette odeur de mélisse, cette odeur de... Enfin, tout ce qu'il peut y avoir comme parfum qui se balade dans la cuisine ou même à l'extérieur, je l'apprécie encore davantage. Pourquoi? Parce qu'avant de se lancer dans la vente à emporter durant le confinement, Emmanuel Renaud avait provisoirement égaré ce qui fait sa virtuosité. J'ai eu le corona, perte de goût totale, perte d'odorat. Je peux vous dire que pour un cuisinier, quand vous sentez plus rien, quand vous n'avez plus de goût, c'est stressant. C'est vraiment stressant, parce que la cuisine, c'est des parfums. On a le plaisir d'avoir des jardins, des herbes sauvages, et le goût, c'est tout. J'ai maigri d'une dizaine de kilos en quelques jours. Ça fait très peur. Je m'étais isolé dans une chambre d'hôtel. J'étais tout seul. On se demande où ça va s'arrêter, en espérant que ça va pas s'arrêter tout court. La peur s'est dissipée un matin grâce au grille-pain. Je pense que les premières fois où l'odorat est revenu, c'est quand mes enfants ont fait brûler un toast. Et j'étais content de sentir le brûler. À choisir, il préfère le parfum du Carvi, le cumin des prés. On s'est dit que c'était un bon moyen de savoir s'il avait récupéré. Ça a quel goût? C'est anisé. Là, on l'a, il est frais. Mais quand on va l'avoir sec, ça va être encore autre chose. C'était déjà l'une de ses passions. Vous avez tout replanté? C'est l'essence de sa nouvelle vie. Chou rave, rougeette. Emmanuel et ses jardiniers terrassent, plantent et récoltent tous les jours un peu plus. Je pense que j'ai jamais passé autant de temps dans le jardin. Et c'est vrai que toucher la terre, c'est important et on prend conscience que c'est une vraie richesse. Des courgettes, de la coriandre, des salades, la marjolaine, l'estragon. Toutes ces pousses seront bientôt dans les assiettes de ses clients, dans ses restaurants ou à la maison, car la vente à emporter organisée lors de la crise va perdurer. Les 2 mois de fermeture, de confinement, ça m'a conforté. Ça veut dire travailler tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on consomme dans notre cuisine, à l'hôtel, au restaurant. Et vendre le reste, peut-être dans des paniers, à la fois pour faire découvrir les légumes de son jardin, mais aussi pour soutenir ses autres fournisseurs, parfois en difficulté. Ça sent jamais assez la Reine des Prés. Cette vie d'après pour Emmanuel Renaud met fin aux menus immuables. C'est celle du goût retrouvé, c'est celle de la saisonnalité. J'arrive pas à écrire un menu un mois avant et le mettre en place avec des essais et autres. Non, c'est quelque chose de spontané qui va se faire au jour le jour et qui va évoluer tout le temps. C'est ce qu'il a retiré de la crise sanitaire. Hors de question désormais de faire machine arrière. Celle qui commence, c'est la nature et c'est à nous adapter. La météo, c'est maintenant Tatiana Silva. Demain, le journal à 13h, Jacques Legros. Je vous retrouve à 19h45, l'édition spéciale à 20h, le journal. Bonne soirée, à demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.